Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer parce que c'est assez dense. Eh bien, bonjour à tous. Merci de participer à cet atelier qui va être sous forme de webinaire et d'interview et qui porte sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est un concept qui permet de concilier performance économique et environnementale. Et Élodie Guillot, qui anime le club régional Terre de FC, donc pour économie de la fonctionnalité de la coopération en Occitanie, va vous présenter ce concept et au travers de 2 retours d'expérience en entreprise du numérique. Donc, elle présentera ce qu'a pu réaliser l'entreprise des fabricants et elle nous en fera le récit. Et elle va interviewer Pierre Bonzon de Ella Innovation. Pierre Bonzon qui est le dirigeant d'Ella Innovation et qui nous fera part de son expérience et peut-être de ses projets. Donc, Élodie, je vais te donner la parole. Quant à moi, je vais recueillir les questions que vous ne manquerez pas de poser. Et du coup, voilà, je vais dire Élodie, je pense que tu C'est as la parti. parole. Et n'hésitez pas à poser des questions, on les regroupera et on vous y répondra en fin de webinaire, donc 10 minutes avant la fin à peu près de l'heure. Voilà, à toi Élodie. Merci Véronique pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Véronique, tu m'entends bien, toi? Je t'entends très bien, je vais… Ok, super. Merci à tous de participer à cette rencontre. Je me présente, donc je m'appelle Élodie Guyot, j'ai 38 ans et mon métier, c'est d'animer une association qui s'appelle Terre EFC. J'ai une carrière d'ingénieur en génie des procédés informatiques avec un parcours dans le domaine du traitement de l'eau pendant 12 ans, où j'ai travaillé dans une organisation qui m'a permis de découvrir et d'exercer à peu près tous les métiers qu'il est possible d'imaginer dans une entreprise, aussi bien vendre, concevoir, produire, fabriquer, assurer la qualité, acheter, réceptionner, livrer. Voilà, c'est autant de métiers que j'ai pu découvrir dans ce premier parcours professionnel. Et en 2019, donc, j'ai rejoint l'aventure de l'association Terre EFC en tant que secrétaire générale. Mon rôle est de gérer cette association, donc, qui est à but non lucratif, en étant au service de sa raison d'être. Raison d'être qui consiste à contribuer à bâtir des organisations durables, utiles et inspirantes, en faisant évoluer leur modèle économique pour concilier l'économie, l'environnement, le social, avec un référentiel qui s'appelle économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui correspond aux abréviations EFC. Souvent, quand on parle de développement durable ou de comment est-ce qu'on peut concilier l'environnement, le social et le sociétal, on a l'impression que ça s'oppose à l'économie. Ce n'est pas qu'une impression, hein, c'est une réalité. On le verra au travers des exemples dont on parlera dans l'heure qui vient. On parle souvent de compromis, voire même, pire encore, de contraintes exogènes. Donc la contrainte exogène, hein, c'est le truc en plus qu'on doit faire, qu'on n'a pas forcément ni la possibilité ni l'envie de le faire, ça dépend des fois. Et exogène parce que ça vient souvent de l'extérieur de nous. Depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, un nouveau modèle économique est apparu. Et ce modèle économique permet de mettre au cœur de l'organisation le développement durable, au cœur de l'activité de l'entreprise. Et donc, le développement durable, avec le référentiel économie de la fonctionnalité, n'est plus perçu comme une contrainte exogène, mais au contraire comme une opportunité de création de valeur et d'innovation. Alors, les effets du référentiel économie de la fonctionnalité sur les organisations, ce sont des chiffres que je vous donne d'une association qui existe depuis une dizaine d'années en Côte d'Opale et qui donc a réalisé une enquête auprès de ses adhérents. Enquête qui révèle qu'en moyenne, ces trois emplois sauvés ou créés chez ces adhérents du club, c'est 95% de dirigeants qui trouvent plus de sens dans leur travail. Et 76% des entreprises adhérentes créent de nouvelles offres qui prennent en compte davantage en charge les enjeux sociaux, environnementaux et ou environnementaux. Alors, pour vous parler d'économie de la fonctionnalité, je ne vais pas commencer par une définition parce que la définition est un peu trop jargonneuse à mon sens. On va partir d'un cas concret
Et sur cette base de ce cas concret, à la fin, je vous donnerai une définition qui aura plus de sens, en tout cas, je l'espère, pour vous. Alors, ce cas concret, eh bien, ça s'appelle l'entreprise qui s'appelle Les Fabricants. Donc, quand vous m'entendez parler je dis les fabricants, je parle de cette structure qui est une entreprise dans le secteur de l'informatique qui produit des outils métiers, à la fois pour les TPE, PME, comme pour les grandes entreprises. Comment ça se passe en général? Le client arrive avec un besoin de digitaliser une partie de l'activité de l'entreprise et les fabricants développent un outil informatique. On parle d'outil métier, c'est-à-dire que c'est un outil qui va devenir un compagnon du métier des entreprises. L'entreprise est basée à Roubaix. Elle compte aujourd'hui 14 collaborateurs et 2 dirigeants, Benjamin Decauveau-Villiers et Nicolas Delbecq. En 2017, l'entreprise s'est engagée dans une façon de repenser son modèle économique avec le référentiel économie de la fonctionnalité. Alors, ça fait déjà plusieurs fois que vous m'entendez parler et prononcer le mot modèle économique. Souvent, le terme modèle économique est associé à juste une question d'argent. Et ça n'est pas une question d'argent. Et donc, pour en parler mieux que moi, je pense, en tout cas créer une autre dynamique, je vous propose d'écouter une interview de Christian Duterte. Alors, j'ai une petite manip informatique et vous allez pouvoir écouter une interview de Christian Duterte, donc, qui parle justement de ces nouveaux modèles économiques. Alors, j'ai besoin de partager le son de mon ordinateur, donc ça c'est fait. Et ensuite, je lance la vidéo. Et on se retrouve dans 2 minutes. Nous n'avons pas le son. Oui. Alors, le son ne fonctionne pas, c'est ça? Non, je pense que le partage du son, c'est désactivé. Alors, partager le son. Ok, on recommence, excusez-moi. C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? Un modèle économique, ce n'est pas simplement quelque chose qui relève du système marchand, de la façon dont on passe des contrats, dans laquelle on fait des affaires, ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Les Anglais appellent ça le business model. Enfin, j'aime pas beaucoup cette expression, parce qu'elle met l'accent uniquement sur la question de l'échange marchand, les conditions dans lesquelles l'activité rapporte un revenu, et derrière ce revenu, on renvoie à la rentabilité des entreprises. C'est très important, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, cette question-là. Mais ce n'est pas la question unique, ce n'est pas la première question. La première question du modèle économique, c'est qu'est-ce que l'on produit, en quoi ce que l'on produit est utile, que ce soit un bien ou que cela soit un service. La deuxième question, c'est la question de ce qu'on appelle dans le jargon des économistes la productivité. C'est-à-dire comment on va mobiliser des ressources pour réaliser ces biens ou ces services ou ces combinaisons de biens et de services. Est-ce qu'on peut diminuer les ressources? Puis la troisième dimension du modèle économique, c'est la question monétaire cette fois-ci, c'est-à-dire les questions d'échange de monnaie et les questions de la rentabilité. Ce qu'on appelle la rentabilité, c'est la capacité de dégager un surplus monétaire pour réinvestir. Il n'y a pas de modèle économique sans rentabilité. Donc il n'y a pas de pérennité de l'entreprise sans rentabilité. Il n'y a pas de pérennité, y compris d'une association, sans rentabilité. Mais la déviance dans laquelle nous sommes tombés maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est que la rentabilité devient le cœur de l'affaire du modèle économique, comme si c'était la question centrale. Non, la rentabilité est un moyen, est nécessaire, mais si ça devient l'objectif central, alors ça détourne le modèle économique qui, en réalité, devrait être centré sur l'intérêt, l'usage, la question de l'utilité de ces biens et des services. Donc voilà une présentation de Christian Duterte là-dessus. Alors je vais enlever le son de l'ordinateur. Parce que vous m'entendrez mieux comme ça. Voilà. Et donc je reviens sur mon écran. Et là c'est bon, c'est reparti. Donc en fait, ce que je vais faire dans cette présentation, au travers du cas d'école de la Société des Fabricants, c'est que je vais vous décrire le modèle économique avant sa transformation, et notamment mettre et révéler les limites
dans lesquels se trouvait la société des fabricants. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment est-ce qu'ils ont pu faire évoluer leur modèle économique. Alors, comme vous le disiez, Christian Duterte, dans son interview, la première partie du modèle économique, c'est la partie modèle d'échange. Comment on organise les échanges, hein, comment on vend un produit ou un service. Dans le métier de l'informatique, notamment dans celui du codage, ce que les entreprises dans le secteur vendent, ce sont des heures de travail. Des heures de travail qui sont d'ailleurs estimées a priori sur un projet. Dans une logique de marché, les entreprises du secteur informatique sont confrontées à une concurrence où l'on se bat donc sur le taux horaire ou le taux jour et le temps passé estimé a priori. Alors, ça pose deux enjeux. La première, pour l'entreprise des fabricants, c'est sur des demandes aussi spécifiques que celles qu'ont les clients, comment estimer a priori le temps? À moins d'avoir une boule de cristal, ce n'est pas toujours évident. Et je pense que ceux qui sont derrière votre écran et qui connaissent le sujet voient bien de quoi je parle. Ensuite, ça pose un autre enjeu qui est l'unité de facturation, qui, elle, n'est pas véritablement représentative de la valeur réellement apportée au client. Et donc, l'entreprise, dans cette logique industrielle, est confrontée à ce qu'on peut dire un jeu de dupes. Un jeu de dupes où tout le monde fait semblant de croire qu'une heure d'un développeur crée la même valeur qu'une heure d'un autre développeur. Et donc, on peut comparer ces choses-là en termes d'heures. Pourtant, le service rendu n'est pas standard. Même s'il est traité comme étant un quasi-bien, il n'est pas standard. Parce que dans les faits, les développeurs, eux, ils ont pour consigne de satisfaire les clients. Et donc, les choses sont en réalité bien plus spécifiques que ce que les factures ou devis laissent croire. Cet écart entre ce qui est contractuellement prévu et la réalité impacte le modèle de production, de comment on s'organise, comment on va organiser le travail. Pour la société, les fabricants, dans ce contexte-là, l'organisation du travail est suivie avec des indicateurs comptables et mesurables, bien sûr. Alors, par exemple, il y a le temps passé sur un projet que l'on va comparer par rapport au temps prévu, le nombre de lignes de code produites à l'heure. Mais ces indicateurs-là ne reflètent en fait pas véritablement le travail réalisé. Parce que dans le réel, l'informaticien, lui, ne fait pas que coder. Il fait le tri d'abord dans les informations qu'il reçoit. Il est en capacité de transformer la demande du client en comprendre le vrai besoin pour aller véritablement répondre à des solutions qu'a le client. Il est capable de questionner le client pour aller vers une solution qui est pertinente et utile. Et donc, il va avant tout chercher des solutions qui vont faciliter le quotidien, puisqu'on est sur des produits dont le rôle est de faciliter le travail des collaborateurs, de diminuer leur charge mentale, de faire économiser du temps et de l'argent. C'est ça la véritable valeur que le travail réalisé par l'entreprise est. Et pourtant, les indicateurs ne mesurent pas ça. Voilà. Tout ça est difficilement d'ailleurs mesurable au travers d'indicateurs comptables. Et comme ce n'est pas mesurable, c'est difficilement reconnu. Et la façon avec laquelle le travail est organisé ne permet pas pleinement aux informaticiens de tout mettre en œuvre véritablement pour trouver des solutions à leurs clients. L'autre problème tourne autour de la notion de la valeur créée, parce qu'il n'est pas toujours possible de mesurer quantitativement la valeur créée ni de la monétariser. En économie de la fonctionnalité de la coopération, quand on parle de valeur, on parle de tous les effets utiles produits. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est tous les effets utiles produits. Quand je vous parlais de gagner du temps, gagner de l'argent, bien sûr, réduire la charge mentale, ça a de la valeur. Et dans cette logique industrielle, eh bien, une grosse partie des effets utiles produits ne sont pas ni révélés, ni reconnus, ni mesurés, ni valorisés, et encore moins financièrement. Et ça, c'est dommage. Une autre dimension du modèle économique de la société les fabricants concerne la façon avec laquelle l'entreprise dégage de la rentabilité. Vous l'avez compris, les fabricants travaillent dans un contexte de marché saturé, et donc l'entreprise est confrontée à une forte concurrence. Dans un marché où les taux horaires sont mis en concurrence et baissent régulièrement, l'entreprise rentre dans une logique de prendre toujours plus de projets, de contractualiser avec toujours plus d'entreprises. Et cette logique-là s'oppose à celle de son client, qui lui souhaite acheter au taux horaire le plus bas,
le moins d'heures possible et surtout avoir un fournisseur dévoué corps et âme. Ce type de logique génère des effets négatifs qui vont à contresens de la satisfaction client et des enjeux de développement durable. L'offre n'est plus en adéquation avec les réels besoins du client. Et dans le cas extrême et bien connu, c'est la logique d'obsolescence programmée qui permet de vendre plus souvent des produits alors même que c'est une catastrophe pour l'environnement. L'enjeu de rentabilité pour la Société des fabricants en 2016, elle est cruciale. L'entreprise, fin 2016, a eu un client tout au long de l'année, un client qui avait des objectifs très ambitieux à atteindre et dont le besoin évoluait dans le temps. Mais le devis, lui, et la facture ne devaient pas évoluer. Et donc, l'entreprise avait beau essayer de faire tout ce qu'il pouvait, d'ailleurs, il créait de la valeur, il contribuait à créer de la valeur, mais ce n'était jamais assez bien. Et la conséquence a été pour l'entreprise un résultat net de moins 100 000 € fin 2016. Un électrochoc pour les deux dirigeants, Benjamin et Nicolas, qui, à l'issue de cette expérience malencontreuse, se sont dit c'est plus possible, il faut qu'on transforme notre modèle économique et ont engagé leur entreprise dans une trajectoire vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. La dernière partie du modèle économique concerne le modèle de gouvernance, ou comment s'exerce le pouvoir et le partage des responsabilités entre les parties prenantes, aussi bien en interne qu'en externe. Dans une logique industrielle, les effets non intentionnels qu'une activité peut produire n'entrent pas dans le cadre des responsabilités de cette entreprise. Prenons l'exemple par une entreprise qui fabrique des bouteilles, des boissons dans des bouteilles en plastique. Au moment où il décide de passer sur des bouteilles en plastique, à aucun moment consciemment, l'entreprise fait le choix de polluer. Et d'ailleurs, la raison de départ, c'était de se dire, s'ils sont avec des bouchons en plastique, on va pouvoir refermer les bouteilles. La conséquence, cependant, c'est que la pollution plastique générée par cette activité-là est l'une des plus importantes dans le monde. Et à date, ce qu'on parle d'externalité négative, cet effet négatif généré par l'entreprise, n'est pas pris en charge, n'est pas assumé. Les conséquences ne sont pas assumées par l'entreprise. Un des intérêts avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est justement que l'on va pouvoir s'appuyer sur l'internalisation de ces externalités. Pour revenir à l'exemple qui nous concerne de la société Les Fabricants, ils avaient aussi un enjeu autour de l'obsolescence des outils métiers développés. Pour le dire simplement, quand les métiers évoluent, ce n'est pas le cas des outils. Ainsi, les clients se retrouvent confrontés à une inadéquation entre leurs besoins qui évoluent, parce que le métier évolue, et un outil qui, lui, a été développé à un instant T, et donc qui reste figé. Et ça, c'est un souci pour les utilisateurs, parce qu'à un moment donné, on va laisser mourir le produit, et on va devoir en reconcevoir à nouveau, tellement l'écart entre ce dont on a besoin et ce qu'on fait réellement n'est plus possible. Alors, sur la base de tout ce constat-là, les fabricants, comme je vous le disais, il y a 3 ans, se sont engagés dans une démarche de transformation de leur modèle économique. Aujourd'hui, ils sont passés d'un métier de prestation de services à un métier d'accompagnement et de relations de services. Ils se positionnent comme des incubateurs de projets digitaux. Alors, comment est-ce qu'ils font? Ils s'attachent à comprendre le métier de leurs clients pour répondre aux besoins et pas uniquement à un cahier des charges. Alors, quand je dis ça, beaucoup de gens vont dire « oui, mais nous aussi, on fait ça ». Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment est-ce qu'ils s'y prennent. Tout d'abord, ils commencent systématiquement sur un nouveau projet par prendre le temps d'aller chez le client, de comprendre le métier, de rencontrer les gens qui vont utiliser les outils, de se rendre compte des vraies fonctionnalités requises, d'observer comment le travail se fait réellement et pas uniquement en théorie sur le papier. Cette visite est l'occasion de poser les bonnes questions, de se mettre à la place des usagers et aussi d'installer une relation de coopération client-fournisseur. Lors de l'ensemble de leurs échanges, les fabricants travaillent avec tout le monde autour de la table. Aussi bien le chef de projet que les designers, mais aussi les développeurs, les assistantes, les managers, toutes les personnes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'outil et qui vont ensuite avoir un effet, vivre l'impact de la transformation de l'outil, sont présents autour de la table. Parce que cela permet de produire des outils très pertinents avec une approche agile. Alors pourquoi agile? Parce qu'ils vont fabriquer des petits produits qu'ils vont mettre en test et si besoin rectifier. Donc on est sur une véritable approche des usages, centrée sur les usages, avec un enjeu de pouvoir intégrer l'environnement dans ces usages.
Alors, quel est leur modèle d'affaires? Ça aussi, la transformation de leur modèle d'affaires est pour le coup intéressant. Au départ du projet, les fabricants et le client se mettent d'accord sur les livrables et une fourchette budgétaire, un mini, un maxi, un ordre de grandeur. À aucun moment, c'est une promesse. Ils ne réalisent pas de devis a priori. Ensuite, les fabricants s'engagent sur des timings courts. Ils parlent de sprint de 2 à 3 semaines et avec des livraisons à intervalles réguliers. Et alors, la facturation, elle arrive quand? Eh bien, à la fin de chaque mois, la société des fabricants transmet à leurs clients un devis, et pas une facture. Ils transmettent un devis sur la base du travail réellement effectué. Ce devis va comprendre la synthèse sous format graphique de ce qui a été réalisé par les différents métiers, aussi bien les designers que le gestionnaire de projet, les développeurs, etc. Le montant de la prestation à laquelle ça correspond. Il parle de faits remarquables, les faits remarquables du mois sur le mois écoulé, et le détail au quart d'heure de chacune des activités réalisées, ça se passe en annexe. Et comme c'est un devis, le client a la possibilité d'en discuter s'il n'est pas d'accord. Le détail quart d'heure par quart d'heure amène de la confiance avec le client et valorise le travail réellement produit. Et l'expérience montre que le devis est rarement discuté et encore moins souvent revu à la baisse. Parfois, quand le temps réalisé est supérieur à ce qui était prévu, eh bien, les fabricants arrivent facilement à justifier, notamment avec cette transparence dont ils font preuve. Cette façon de travailler en petits sprints avec une facturation mensuelle va avoir pour effet d'habituer le client à travailler avec la société des fabricants. Et cela permet de créer non seulement une relation de confiance, mais aussi d'embrayer naturellement sur une prestation de maintenance. Prestation de maintenance qui va du coup permettre de maintenir un outil métier toujours adapté au travail. Alors quand tout à l'heure on parlait d'obsolescence programmée, d'obsolescence liée à un produit qui ne correspond plus aux usages, et bien ce mode de fonctionnement fait que systématiquement, et bien parce qu'on va avancer de cette façon-là, en termes d'écart par rapport aux besoins, et bien on va pouvoir avoir un produit qui est toujours en adéquation avec le travail et les besoins du travail. Et c'est d'autant plus important que ces outils métiers-là, les clients ont une forte dépendance par rapport à ces outils-là. Alors, les fabricants ont aussi une offre de prestations de maintenance. Dans ce cas-là, quand un client vient avec un budget pour de la maintenance sur un ensemble d'outils informatiques, les fabricants lui proposent de se partager les économies qui sont faites sur les heures non facturées. La façon de travailler reste quasiment la même. Vous allez voir que c'est quasiment la même. Elles tendent à avoir une approche qui est vertueuse. Alors, pourquoi vertueuse? Eh bien parce que à la fin, alors concrètement, comment ça se passe? La façon de travailler donc, reste la même, comme je vous le disais, mais lorsqu'à la fin de l'année, on fait le bilan de ce qui devait être consommé par rapport à ce qui a été réellement consommé, quand on a consommé moins, eh bien, on se répartit les économies 50-50 entre le client et les fabricants. Donc, quelque part, ça amène une logique complètement différente de se dire chacun a intérêt à ce qu'il reste de la valeur au milieu. Ça permettra aux fabricants de récupérer une part d'argent alors qu'ils n'ont pas travaillé et ça permettra aux clients de faire des économies. Et ça change non seulement la façon avec laquelle les développeurs vont travailler, mais ça change aussi la posture et la relation client-fournisseur. Quand avant, on avait un client qui, peut-être qu'il avait acheté une prestation de maintenance, se permettait d'appeler un peu n'importe quoi, n'importe quand pour n'importe quoi, eh bien, ce nouveau rapport de maintenance le pousse d'abord à se questionner sur cette demande. Alors, pour ce faire, ça implique, vous l'avez compris, une montée en connaissance de la façon de questionner et d'identifier le réel besoin, à la fois pour le client et le développeur. Et ça demande aussi une transparence accrue que permet l'outil. Clairement, quand je pose la question aux fabricants de cette histoire de facturation, vous en êtes où? Pour eux, il n'y a plus vraiment de question sur la facture. Car la valeur créée aujourd'hui est non seulement importante, ça c'était le cas déjà avant, mais surtout aujourd'hui, elle est révélée. Et donc, le client ne négocie plus la facture. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette histoire de logiciel et de traçage du temps. Moi, je vous avoue qu'au départ, je n'étais pas très favorable. Et en fait, la façon avec laquelle c'est amené dans l'entreprise, ça change tout. Donc, le discours, il est de dire, on n'est pas là pour vous fliquer, en tant que patron, on n'est pas là pour vous fliquer, mais plutôt partir du principe qu'aujourd'hui, c'est la monnaie d'échange. On ne sait pas faire autrement, mais aujourd'hui, le temps passé, c'est la monnaie d'échange.
Et donc, on se doit d'être transparent avec notre client sur la base de la façon avec laquelle on contractualise avec lui. Et quand il y a des écarts, quand il y a parfois des gens qui passent beaucoup de temps sur un projet, sur une partie du projet, et que on pense que c'est plus que ce qu'on avait pu imaginer, eh bien, c'est l'occasion de venir questionner, de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un besoin de formation? Est-ce qu'il y a un problème d'appétence? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière sur laquelle la personne aurait donné un coup de main? Ça permet de mettre en question, de mettre en discussion le sujet. Un autre effet intéressant, c'est qu'en fait, les collègues ils sont sensibles de montrer ce qu'ils font de bien. Et notamment, ils le montrent au travers d'une réunion qui a lieu, je crois, de mémoire, tous les vendredis après-midi. Une réunion où l'objectif est de parler de tous les faits remarquables qui se sont passés dans la semaine. Alors, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, c'est l'occasion de partager avec ses collaborateurs que samedi dernier matin, on a un client qui nous a appelé, il était embêté. Ben oui, parce que lui, il bosse le samedi matin. Et on a pu le dépanner comme ça par téléphone. Ou alors, il y a 2 jours, le client d'un client, donc ce n'est pas notre client direct, mais le client d'un client était en difficulté avec notre logiciel. Et donc, il nous a passé un coup de téléphone et on a pu le dépanner. Ou encore, pour un collaborateur en particulier, il avait besoin de travailler sur sa posture et sa relation client. Et donc, il suit des formations, il bénéficie d'un accompagnement par un coach et il va partager avec ses collaborateurs la dernière découverte qu'il a pu faire dans le cadre de sa formation. Et ça, les collaborateurs sont très fiers de révéler la valeur qu'ils créent. Non seulement ces pépites sont partagées avec les collaborateurs dans des espaces de discussion du travail, mais en plus, ces pépites, ces faits remarquables sont partagés au travers du devis qui est envoyé tous les mois et qui permet de révéler la valeur apportée par l'entreprise des fabricants. Ainsi, les fabricants sont passés d'un métier de prestation de services à un métier d'accompagnement et de relation de service. Alors, si on posait la question à Benjamin de savoir ce qu'il en pense, Benjamin, c'est lui, il vous donnerait quelques chiffres. Ces 3 dernières années, la Société des fabricants a doublé son chiffre d'affaires tous les ans et a embauché 3 à 4 personnes par an. Et un chiffre dont il est très fier, c'est que 100% des clients continuent de travailler avec eux. Et que l'enjeu d'avoir des clients, les garder en maintenance, sur des prestations de maintenance, ce n'est pas un enjeu pour lui. Ça se fait naturellement. Le prochain challenge pour les fabricants, c'est d'aller, en plus de révéler la valeur des outils développés, c'est d'être capable d'être rémunéré sur la performance que cela crée. Pour l'instant, ils n'en sont pas là, mais c'est leur intention. Et alors, si on demande à Benjamin, comme je l'ai fait, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu en dirais? Sans hésiter, il dit oui. Il dit oui pour 2 grandes raisons. Tout d'abord, cela apporte du confort et de la sécurité dans la gestion financière de l'entreprise. Facturer le réel du travail, c'est beaucoup plus sécurisant qu'avant. Ensuite, la façon de fonctionner correspond bien au mode de fonctionnement du dirigeant. C'est une approche basée sur la confiance et la coopération qui permet à la fois d'avoir de belles relations avec ses collaborateurs et avec ses clients. Et ça correspond bien à Jérémy et Nicolas. Alors, comme au travers de ces exemples, mon envie était de vous montrer que le référentiel EFC invite à une autre conception de l'enjeu de performance. Elle permet de repenser d'abord la qualité, totalement différent. C'est plus juste un livrable standardisé, mais quelque chose de beaucoup plus immatériel. Une approche centrée sur l'enjeu d'usage en internalisant dans le modèle économique les externalités. C'est le cas, par exemple, de l'obsolescence des outils informatiques pour l'entreprise des fabricants. Cette approche-là, elle permet aussi d'organiser la production pour pouvoir être au service de l'atteinte des performances d'usage et notamment en mettant en place des espaces de discussion du travail. Vous savez, ces fameuses réunions du vendredi. Espaces de discussion qui permettent 3 choses. D'abord, l'amélioration continue de la qualité, la professionnalisation des collaborateurs et, parce qu'on a fait ces 2 premières étapes-là, eh bien, la capacité à créer de la valeur et à innover. Alors, la résultante de tout ça, c'est que dans ce contexte, la rentabilité devient alors un outil de mesure des effets utiles apportés par le bénéficiaire. Ça, c'est hyper puissant. Ah, je vois que j'ai un problème d'animation avec mon outil. Donc, en d'autres termes, pour vous donner une définition de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une approche qui permet de concilier performance économique, sociale et environnementale, en rapprochant la valeur économique de la valeur d'usage, en mettant au centre de l'organisation les effets utiles plutôt que la vente en grande quantité de biens ou de services, et en s'appuyant sur les ressources immatérielles,
se révélant dans le travail, dans les ressources immatérielles que l'on va pouvoir observer et révéler dans le travail réel. En d'autres termes, c'est l'ensemble des transformations, parce qu'une évolution d'un modèle économique, c'est vraiment un ensemble de transformations qui permettent de sortir d'un modèle centré sur l'accumulation et le volume. L'enjeu est de parvenir à progresser vers un modèle qui va redéfinir ce qui a de la valeur. Et donc, on est vraiment sur un modèle économique de l'utile, avec l'idée de se dire, voilà, comment est-ce qu'on utilise le bien, le produit et le service. L'atteinte de cette performance dépend énormément des parties prenantes. On est vraiment dans de la coopération et de la coproduction, co-création de valeur. Le client, on ne parle plus de client d'ailleurs, on parle de bénéficiaires qui participent donc à cette création de valeur. Et l'objectif de cette création de valeur, c'est de pouvoir intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans le cœur de métier, dans le cœur de l'activité de l'entreprise. Alors, parfois, on me demande, mais à qui s'adresse l'économie de la fonctionnalité? Quel type d'entreprise, de dirigeants pourrait avoir envie de se lancer dans une façon de repenser son modèle économique? Eh bien, il y a quelques semaines, j'ai rencontré Pierre Bonzon de la société Ella Innovation. C'est Véronique Patrick qui nous a mis en relation. Et Pierre Bonzon est typiquement une entreprise qui, à un moment donné de son parcours de transformation, pourrait se dire, tiens, l'économie de la fonctionnalité, c'est peut-être une voie vers laquelle je veux aller. Alors Pierre, vous êtes avec nous. Je vais couper la présentation pour que vous puissiez nous voir. Je vous vois. Hein. Alors, super. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous sur ce temps de webinaire. Donc, Ella Innovation, c'est une entreprise qui conçoit et qui fabrique des beacons. C'est comme ça qu'on dit, beacon? Alors, est-ce que vous nous entendez, Pierre? Oui, on peut le dire en français, des balises. Oui, je vous entends très bien. Ah, super. Donc, des balises, c'est ça, c'est ces capteurs qui peuvent être dialogués en Bluetooth Low Energy et en RFID active avec une longue portée et une consommation d'énergie ultra durable, c'est ça? Oui, exactement. Je pense que la définition et en tout cas, la synthèse est bien faite. OK. Et alors, quelles sont les applications d'une telle technologie pour permettre à nos internautes de comprendre dans quel contexte on utilise ces produits-là? Alors, les applications sont diverses et variées. La première application, lorsque le beacon a été déployé, était dans la genèse créée par Apple et qui a décidé de pousser de la publicité aux détenteurs d'iPhone quand ils arrivaient dans des zones où potentiellement ils pouvaient être intéressés par cette publicité. Et donc ils ont créé, ils mettent un i devant tous les noms des produits qu'ils commercialisent, donc ils ont créé l'iBeacon, se déployer dans les zones commerciales, les grands malls, et quand vous arrivez comme par hasard à proximité d'un magasin qui potentiellement pouvait vous intéresser, vous receviez de la publicité de ce magasin-là. Donc, c'est tout simplement un moyen de vous localiser et de vous donner des informations ou de donner une action en fonction de votre localisation. Et ça marche aussi bien que ce soit en intérieur ou en extérieur, parce que dans notre jargon, on dit l'indoor ou l'outdoor. Donc, on comprend bien qu'il y a une fonction, un lien assez étroit entre la localisation et l'identification. Mais d'autres usages peuvent être, par exemple, de s'en servir comme des capteurs sans fil, qui ont l'avantage d'être interopérables avec des smartphones et qui permettent de remonter des données comme la température. Si, par exemple, vous avez, il va pouvoir, sur son smartphone, donc dans la cabine de son véhicule, avoir directement la température des différents produits qu'il transporte et donc assurer une meilleure traçabilité de la chaîne du froid. Voilà un petit peu les deux exemples de l'utilisation des beacons. Évidemment, il y en a plein d'autres. Hein. Je pense que tout le monde connaît le nom de la balise Argos qui permet de localiser et tracer un petit peu le parcours d'animaux sauvages. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit peu une idée de ce que c'est une balise et à quoi ça sert. Super. Alors, dans ce webinaire, j'ai parlé de modèle économique et notamment des limites du modèle industriel dans lequel nous vivons. Qu'en était-il pour Ella Innovation sur le sujet il y a 2 ans, avant que vous engagiez fortement une démarche de transformation de vos produits d'abord?
C'était quoi les limites de votre modèle économique? J'avais noté un marché hyper concurrentiel. Oui, alors c'est effectivement un marché concurrentiel, mais je suis un petit peu gêné de répondre. La genèse, nous, de, on va dire de la réflexion sur l'économie de la fonctionnalité, un biais plutôt écologique, c'est intégrer nos produits dans de l'éco-conception. Donc globalement, à un moment donné, on s'est posé la question Ah, on vous entend pas bien. on fait des produits, donc des beacons qui ont des batteries à Je l'intérieur, pense et il y a le beaucoup fait de de mettre des latence batteries dans la nature est quand même un élément qui est pour polluant. Pierre. Et je pense qu'il nous entend Donc avec on du s'est dit, décalage. On l'entend avec du décalage. je vais essayer de répéter en espérant que tout le monde Ouais. m'entende bien. Donc, on a engagé à amener à mieux travailler nos produits. Ouais, c'est ça. Il vient de nous entendre. Ouais, il a du décalage, Pierre. C'est ça. Pierre, est-ce qu'il est possible que vous reveniez par téléphone? Je pense qu'on a du coup, Elodie, il faudra Ok, meubler une petite minute, le temps qu'il nous il va rejoigne. falloir, il va falloir meubler Je un vais petit faire peu, avec mon micro, Elodie. Pierre, et du coup, il enchaînera dès qu'il est prêt sur la suite. Pierre, quand vous revenez, vous me coupez la parole dès que c'est bon. Ok, il n'y a pas tout de suite. À tout de suite. À de À tout de suite. suite. Donc, effectivement, en fait, Pierre et là, innovation est sur un secteur de marché hyper concurrentiel, hein, parce qu'un beacon, ils se ressemblent tous. Et donc, il y avait une nécessité absolue de se différencier. Dans la volonté d'Ela Innovation, c'était de se dire, différencions-nous en internalisant en fait les dimensions environnementales. Faisons en sorte d'avoir un produit qui soit plus green. Et donc, ils ont développé effectivement un produit dans ce sens-là. Parce qu'il y avait l'hyper-concurrence dans laquelle était rentrée sur le marché sur lequel Ela Innovation est, a généré en fait des travers caractéristiques de démarche consciente d'obsolescence programmée. C'est-à-dire que comme les acheteurs ne regardaient que le prix de vente de départ et pas la durée de vie du produit, eh bien, les entreprises se sont mis à faire des produits avec des durées de vie plus courtes, et l'idée de se dire, on va remplacer régulièrement nos produits et en faisant du volume, on va pouvoir baisser nos prix. Donc ça, c'était la rentabilité dans laquelle, la situation dans laquelle le marché en général était. Et pour la société et la innovation en particulier, c'était compliqué parce qu'il suffisait non seulement une concurrence forte au niveau de leurs produits, cette démarche globale de produire des produits de qualité moins médiocre, on va dire, rejaillissait aussi sur l'entreprise, même si ce n'était pas la façon avec laquelle l'entreprise fonctionnait, elle en rejaillissait parce que le produit était connu comme ça. Donc, même si elle mettait en avant sa durée de vie plus importante, globalement, ça ne rentrait pas trop dans les négociations, puisque les négociations, c'était essentiellement le prix. Et ça avait des conséquences donc, sur la rentabilité de l'entreprise, et qui dit conséquences sur la rentabilité de l'entreprise, dit intensification du travail, et donc des impacts sur la qualité de vie au travail et l'engagement des collaborateurs. Est-ce qu'on a récupéré Pierre ou pas? Toujours pas, je crois. C'est bon signe, il est en train d'arriver. Ah, super. Je pense que il s'est connecté au serveur audio. Je pense que c'est le temps que le serveur audio nous mette en ligne. D'accord. Et donc, pour pouvoir se différencier sur le marché, j'enchaîne et puis je vois en même temps, mais il peut reprendre la suite. Pour pouvoir ensuite se différencier, eh bien, ils ont engagé l'entreprise dans une démarche d'éco-conception avec un dispositif qui s'appelle Green Concept. Et donc, l'objectif à l'époque, c'était vraiment de pouvoir définir un produit qui soit le moins énergivore possible. Si jamais, en attendant qu'il arrive, oui. Il y avait une question d'un participant. Et la question, je ne sais pas si tu l'as vu, Elodie, c'est est-ce qu'on peut revoir la comptabilité avec des concepts tels que le SROI ou la méthode CARE? Comment ne plus donner les pleins pouvoirs au vieux ROI? Oula, il y a beaucoup d'acronymes là-dedans, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Alors, est-ce que tu peux me le redire au ralenti, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut revoir la compta avec des concepts tels que le SROI ou la méthode CARE
comment ne plus donner les pleins pouvoirs au dieu ROI? Il y en a. Ah, comment? Alors, en fait, c'est tout l'enjeu autour de la valeur. De qu'est-ce que c'est que la valeur? Telle que la question elle est posée, je pense que la valeur, elle est essentiellement monétaire. Et donc, le dieu ROI, ben, il reste dieu ROI dans ces cas-là, dans cette logique-là. Sauf si on dit que la valeur, elle n'est pas que monétaire. Sauf si on dit que la valeur, eh bien, elle est plus globale et elle concerne, elle englobe en quoi l'organisation, elle va être utile pour ses bénéficiaires, les bénéficiaires étant multiples, aussi bien les clients que les usagers, parfois ce n'est pas les mêmes, que les collaborateurs, et aussi le territoire. Alors, dans le cadre de l'exemple que je vous ai donné, on ne voit pas trop l'impact territorial, mais l'économie de la fonctionnalité a une vraie approche pour certaines organisations qui les amène à devenir des acteurs territoriaux incontournables et qui créent de la valeur sur leur territoire. Donc, il y a tout un enjeu de repenser la question de la valeur, et notamment aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de mesurer le capital immatériel de l'entreprise et pas que son capital matériel ou monétaire. Est-ce que tu crois que j'ai répondu à la question, Véronique? Alors, est-ce que la personne qui posait la question est satisfaite? Ah, super. Oui, merci. Voilà. Alors, il y a une deuxième question qui portait sur est-ce qu'on peut toujours rejoindre le dispositif Green Concept? Alors, la réponse actuellement, c'est non, parce que l'opération Green Concept, elle s'est menée pendant 3 ans et s'est achevée en 2019. C'est la 3e vague d'une 10 entreprises à chacune des vagues. Et par contre, je vous informe, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, c'est-à-dire Véronique Tatry à l'ADEME, véronique.tatry, @adem.fr, pour en savoir plus sur des possibilités d'accompagnement des PME sur l'éco-conception. Sachez qu'on travaille actuellement au niveau national à lancer un appel à projet national sur l'éco-conception numérique. Donc, ça devrait être prêt assez rapidement, puisque ça sera l'objectif étant de soutenir ce dispositif avec des budgets du plan de relance. Donc, voilà, surtout n'hésitez pas à vous faire connaître, Monsieur Valentin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vois qu'il y a une question aussi, vous souhaitez, qui informait la communauté sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération, le centre de ressources de développement durable, une boîte à outils. Éventuellement, Élodie, tu peux compléter. Moi, autant te donner la parole puisque tu animes le club sur Occitanie, un club que la région et l'ADEME soutiennent depuis 18 mois et qu'on espère continuer à soutenir dans les mois prochains, parce que c'est un sujet qui a du sens au regard des missions que nous portons collectivement. Donc, effectivement… Excusez-moi, Elodie, je vous coupe. Je crois qu'en fait, Pierre nous a rejoint, mais qu'il est dans les participants. Alors, je vais essayer. Je crois qu'il y a son numéro de téléphone. Je pense que c'est lui. Alors, je vais essayer. Alors, je viens d'activer quelqu'un qui est censé être le numéro de téléphone de Pierre. Du coup, je lui ai envoyé une demande d'activation du micro. Je ne sais pas comment il peut faire ça. Bon, je pense qu'il nous entend depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas comment le mettre à l'antenne. Tant pis, on va faire sans lui. Comme vous avez interviewé avant, je prendrai la suite. Je suis désolé. Sauf si Pierre arrive à se connecter en tant que conférencier. Mais sinon, je vais répondre à la question sur autour du CERD et puis ensuite, on terminera la conférence. Je crois qu'il faut qu'on termine à 16h30, c'est ça, Véronique? Oui, c'est ça, oui. OK. Donc, le CERD. Le CERD, c'est le Centre de ressources et de développement durable. Ils font un boulot extraordinaire, notamment dans la création de vidéos et de supports pédagogiques. Et donc, effectivement, le site internet transition-économie.org, c'est vraiment un bijou pour l'avoir pratiqué, un bijou pour explorer un peu plus ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, comment ça marche. Il y a des vidéos très, très pédagogiques, très bien faites, dont celle que vous avez vue avec Christian Dutertre.
Et puis au-delà de ça, il y a des outils, il y a des témoignages, il y a des articles. Vraiment, j'en fais la promotion avec un grand sourire parce que on a la chance d'avoir cette richesse-là à notre disposition. Ce que je propose maintenant, c'est de continuer sur l'interview un peu bizarre, mais bon, on va vivre avec, de Pierre Bonzon de chez Ella Innovation. Alors, on en était où? On en était à… Ah oui, c'est ça. Donc, Ella Innovation, il y a 2 ans, s'est engagée donc, dans une opération de Green Concept avec l'objectif de concevoir des produits le moins énergivores possible. Et à l'issue de la démarche, ils sont aujourd'hui capables de proposer un produit qui est unique en son genre, avec une durée de vie qui est beaucoup plus importante que celle des autres. Il semble qu'ils sont arrivés. Pierre, est-ce que Oui, vous… oui, je suis là. Vous entendez très bien. Je suis désolé. En fait, j'ai dû reprendre la route parce que j'étais vraiment dans une zone où ça passait pas très très bien. Et après, étant sur la route, effectivement, j'avais bien un robot qui disait d'appuyer sur étoile. Mais malheureusement, c'était pas très prudent que de pianoter. Donc voilà, j'ai quand même réussi à le faire. Donc je sais pas si le son est très très bon parce que du coup, je suis sur la route et je suis un peu coincé. Donc si vous m'entendez pas très bien, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, Élodie, d'avoir meublé aussi longtemps. Est-ce que j'ai dit des bêtises ou ça va? Non. En plus j'avais le son j'ai quasiment pas eu de coupure, donc c'était très très bien. Et je reprends la main au moment le plus intéressant, en fait. C'est super. Donc voilà, on était sur en continuité de ce que disait Élodie, c'est vrai que ce travail d'éco-conception nous a amené à concevoir des produits qui du coup embarquaient beaucoup moins d'énergie, mais en proposant des durées de vie qui sont plus longues. Et ensuite, après, on s'est dit comment est-ce qu'on va présenter ça à nos clients et est-ce qu'on peut en faire un argument commercial. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nos clients étaient, alors pas tous, mais globalement assez peu réceptifs à la notion d'éco-conception et d'écologie. Par contre, étaient extrêmement sensibles à un point qui était le coût. Et on s'est rendu compte qu'en proposant nos produits avec des durées de vie qui sont très longues, puisqu'on arrive, comme le disait Élodie, à plus de 20 ans de durée de vie sans changer les piles, nos clients nous ont dit c'est très bien parce que du coup, les opérations de maintenance sont nulles ou quasi nulles. Et donc, en fait, quand on évalue le coût global de votre production, même si le prix du produit est plus élevé que de vos concurrents, au coût global, ce qu'on appelle le TCO, donc incluant les coûts de maintenance, vous êtes moins cher que vos concurrents. Donc, on s'est rendu compte que l'argument commercial qu'on voulait mettre en avant s'est transformé comme étant un argument beaucoup plus classique à mettre en avant, qui était le low cost. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais apporter comme expérience avant de se lancer dans les travaux d'économie de la fonctionnalité de la conception. C'était vraiment la ligne conductrice a été plutôt des travaux sur l'éco-conception et à la base sur l'écologie. Oui, tout à fait. Élodie, je vous laisse reprendre un petit peu. Oui. Donc, effectivement, avec l'approche éco-conception, vous avez pu innover et vous différencier de façon extrêmement pertinente en travaillant sur la brique produit. En revanche, ce que j'avais cru comprendre dans notre conversation, En revanche, ce que j'avais cru comprendre dans notre conversation, c'est que l'argument du prix reste pour encore une partie de vos clients, du prix d'achat, reste quand même pour une partie de vos clients un frein, puisque vous êtes quand même plus cher que les autres produits sur le marché, et que tout le monde n'a pas une vision globale, du coût global du produit, à la fois dans les opérations de maintenance, la fréquence de renouvellement, etc. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et on est donc en pleine réflexion sur soit changer notre modèle économique et pour mettre beaucoup plus en avant cette performance, qui est une performance de coût finalement, perçue par nos clients, soit tout simplement pour mettre un modèle économique ou une gamme de produits et de services avec un modèle économique qui est différent et qui pourrait nous apporter des nouveaux marchés. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'après de cette réflexion aussi, comment la longévité des produits qu'on met en avant peut être bénéfique vis-à-vis de nos clients. Globalement, c'est très simple. Quand on est sur un modèle économique plus basé sur un modèle locatif qu'un modèle de vente. Et là, effectivement, le faible coût de maintenance, c'est que normalement, on devrait avoir un loyer qui est plus faible que celui de nos concurrents. Voilà un petit peu le cheminement de la réflexion. Et pour être très sincère, en fait, on en est quand même au tout début de la conception sur l'ESP. Et donc, effectivement, là on voit que
en fait, dans ce que vous nous dites là, vous vous heurtez à une logique qui est connue, enfin, de mon point de vue en tout cas, hein, qui est connue, c'est qu'une partie importante de la valeur que vous créez n'est pas révélée ou alors peu reconnue et encore moins, et c'est sur cette dimension-là, captée par Ela Innovation. Parce qu'aujourd'hui, si vos clients vous dites c'est chouette, on gagne du temps en maintenance, ce temps-là en maintenance, il n'y a pas une répartition équitable entre vous et vos clients. Hein, c'est le client qui va capter cette valeur-là. Et donc, si avec l'éco-conception, vous avez su agir sur la conception du produit et développer un produit plus respectueux de l'environnement, eh bien, on sent à ce moment-là qu'il y a quelque chose à faire bouger. Et ce quelque chose, en fait, c'est le modèle économique. Et donc, comment on fait, hein, l'enjeu, c'est de rapprocher la valeur économique de la valeur d'usage. Et effectivement, le référentiel économie de la fonctionnalité le permet. Pierre, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose ou je peux conclure? Non, c'était très bien et je vous laisse conclure. Et toutes mes excuses pour ces aléas de connectivité. Bon, ça arrive, c'est le joie du direct et de ces formats-là. Donc, en conclusion, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'en mettant au centre de l'organisation les effets utiles produits, plutôt que la vente en grande quantité de biens et de services en s'appuyant sur, et le faire en s'appuyant sur les ressources immatérielles, eh bien, Ela Innovation peut découvrir une piste à explorer pour sortir de son modèle centré sur l'accumulation et le volume. Donc, on a compris, hein, l'enjeu, il est de parvenir pour Ela Innovation à progresser vers un modèle qui va redéfinir qu'est-ce qui a de la valeur et la manière avec laquelle ils vont la produire en fonction de l'utilité du bien produit. Alors, évidemment, la solution d'Ela Innovation, ni lui ni moi ne la connaissons, et c'est normal. Hein, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'ADEME, avec le soutien de la région et des dirigeants en Occitanie, ont décidé de créer une association qui s'appelle Terre EFC, dont le rôle, justement, est d'accompagner des dirigeants comme Pierre Bonzon à explorer des réflexions qui sont encore méconnues parce que très spécifiques à l'activité de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais dire sur cette présentation. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vous propose de passer à la phase de questions-réponses. S'il y en a encore, il nous reste encore quelques minutes. Véronique, est-ce que tu as vu des questions? Non, il n'y a pas de question, il y a un commentaire. Ah oui. Il y a un commentaire qui dit, voilà, merci à… Le témoignage de Pierre. Voilà, au témoignage de Pierre. Alors, il y avait une question qui m'était adressée sur le fait qu'on soutienne les entreprises pour mettre en place des stratégies Green IT, hein, ADEME, CCI, mais également la région, ça en Occitanie. En fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'au niveau national, donc on est en train de préparer un appel à projet sur l'éco-conception numérique, c'est assez au sens large, et que dans le cadre du plan de relance, j'encourage les acteurs d'Occitanie, mais c'est également vrai, hein, dans les autres régions. Donc, je ne sais pas si les participants sont également dans d'autres régions, de vous tourner vers l'ADEME de votre région pour voir les possibles en matière d'accompagnement sur l'éco-conception, tant d'un point de vue de l'étude que d'investissement, mais pas que, sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Toutes les directions régionales de l'ADEME aujourd'hui sont en mesure de vous accompagner. On a un dispositif d'accompagnement. Plusieurs régions aujourd'hui ont la chance d'avoir un club qui est équivalent à celui qui est animé par Élodie. Si on a des voisins en PACA, entre autres, hein, il y a un club qui existe, mais dans d'autres régions, il y a vraiment, je crois, à peu près toutes les régions aujourd'hui, ou presque. On a 8 structures associatives, oui. Voilà, donc qui pourra vous aider sur ce sujet. Et puis, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter et le partager
C'est un sujet, le concept est pas facile. Une illustration, et là c'était quand même un exercice pour lequel moi je tiens à remercier nos 2 intervenants, que ce soit Élodie pour la construction du contenu et l'interview qu'elle a menée avec Pierre, et Pierre pour s'être prêté à cet échange et avoir même identifié des possibles sur son activité. Donc voilà, si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques instants ou des commentaires. L'espace chat est ouvert. Voilà, on a un retour là. Tous les ateliers à table ronde seront disponibles sur la page YouTube de Digital 113. Merci pour l'info. Bah, écoute, je pense qu'on peut en rester là. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, je vais. Et merci à tous pour votre participation et au plaisir de se retrouver à l'occasion d'autres webinaires ou en nous contactant directement, Véronique ou moi. On a un site internet. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet, sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Voilà, merci à vous tous et bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous adresser donc à nous pour en savoir plus. Bonne continuation sur le Green IT Day.